crois que, vu le talent que vous venez d'exprimer, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'aide, mais plutôt de compléter, de donner un éclairage et peut-être d'aider le dossier aussi à sortir de la seule ornière malienne et de voyager un petit peu vers d'autres contrées politiques ou judiciaires. Vous avez, M. le bâtonnier-Tapeau, exprimé quelque chose qui me semble effectivement frapper au coin du bon sens, à savoir que si on nourrit une ambition présidentielle, on ne s'attaque pas, on ne peut pas s'attaquer à une autorité de transition qui est précisément là pour organiser un scrutin. Et je dirais que cet seul élément de logique absolue souligne toute l'absurdité de ce dossier. Absurdité de ce dossier dans les intentions qui sont prêtées aux différentes personnes mises en cause et absurdité de ce dossier au regard de la qualité, des qualités des personnes mises en cause. J'ai l'honneur, avec mes autres confrères du Mali, d'assister M. Vital Diop, directeur général du Mali, qui est une personne absolument remarquable sur le plan de sa gestion. En tout cas, il n'y a rien qui ait pu lui être reproché. Il est soutenu par toutes les personnes avec lesquelles il travaille. Et c'est un individu qui a un sens aigu de l'État. Et donc cette observation faite s'agissant de M. Cissé et des ambitions qu'il nourrirait, je dirais, irrigue en réalité la totalité des personnes intervenant dans ce dossier, qui sont tous et toutes des personnes qui ont un sens aigu de l'État. Alors dans ce dossier, comme l'a justement souligné Marcel, on est surpris, on est arrivé hier et on a commencé à regarder un petit peu les éléments, on est surpris par l'indigence absolue d'éléments de preuves au regard de l'énormité des accusations qui sont formulées contre nos clients. On a d'abord une enquête de la sécurité d'État, une dénonciation de la sécurité d'État, sans que nous, avocats, ayons pu prendre connaissance de quoi que ce soit s'agissant de cette enquête. Et c'est pourtant cette enquête-là, cet élément-là, qui va être finalement repris, on ne sait pas très bien dans quelles conditions, par le procureur de la République, pour initier une enquête préliminaire et faire poser à travers les policiers désignés un certain nombre de questions à nos clients. Et c'est à travers les questions que nous avons pu découvrir qu'on s'aperçoit en réalité du vide sidéral à l'intérieur de cette procédure. Vous avez, monsieur le bâtonnier, évoqué question de financement s'agissant de rites sacrificiels. On nage dans le délire le plus absolu. Mais si on en revient à des éléments simples de procédure pénale, puisque je rappelle quand même que nos clients sont détenus, ce qui laisserait supposer quand même que existeraient contre eux des indices suffisamment graves, suffisamment concordants et précis pour pouvoir exercer à leur encontre des mesures de contrainte aussi violentes que celle de la privation de liberté, qui à ce stade est un piétinement absolu de la présomption d'innocence, dans la mesure où ces personnes qui ont demandé à être confrontées, qui ont demandé à s'exprimer auprès du magistrat instructeur qui prend une décision de contrainte, n'ont pas pu le faire. Et on se rend compte, à travers les questions qui ont été posées, de l'absence totale d'éléments probants. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le détail des incriminations, de ce qui est reproché plus particulièrement à M. Diop, que j'ai l'honneur de représenter, on le met en avant comme étant, M. le bâtonnier Tapeau l'a rappelé tout à l'heure, le bras armé, l'élément financier du système. Bien, là pour le coup, on n'est pas sur de l'absurde, on n'est pas sur de l'immatériel, on est sur de la finance.
Et qui dit finance dit expression de flux financiers et documentation permettant de pouvoir tracer, le cas échéant, tout ce qu'on lui reproche, puisque finalement, on l'accuse d'avoir irrigué certaines organisations syndicales. On s'attendrait, à travers les questions posées ou les documents proposés au cours des auditions, à voir apparaître des lieux de remise de fonds, des personnes qui reçoivent ces fonds, des montants précis, parce qu'on jette en pâture comme ça une somme de 2 millions de francs CFA pour solde de tout compte. Enfin, quand même, c'est pas promener dans la rue avec 200 millions de francs CFA pour les donner en une fois à une organisation syndicale, puisque tout cela se serait déroulé depuis plusieurs mois. Il faut quand même qu'on nous démontre qu'il y a eu des réunions. On nous parle de réunions nocturnes et secrètes, mais quand et avec qui et selon quel témoignage? Et ces sorties, ces décaissements du PMU, où est-ce qu'ils se sont exprimés? C'est une organisation qui dispose d'une comptabilité publique. Il est absolument impossible d'échapper à des organismes de contrôle, de gestion de ces fonds-là. Donc il ne suffit pas d'arriver avec une pétition de principe en disant vous avez participé, vous avez libéré 2 millions de francs CFA, il faut quand même qu'on puisse nous dire oui, mais pour qu'au moins on puisse se défendre, et puis qu'au moins on puisse s'exprimer dessus sur tel événement, tel élément, telle personne, tel flux financier. Et comme Marcel vous l'a raconté, à la lecture du dossier, à la lecture des questions qui sont posées par les policiers, on voit que les policiers nagent eux-mêmes dans l'inconnu le plus absolu. Ce sont des répétitions de ce qu'on a bien voulu leur écrire, mais on ne sait pas aller plus loin. C'est-à-dire que quand nos clients poussent les policiers à travers leurs réponses dans leur retranchement, ces policiers sont bien embarrassés pour apporter des éléments de preuve. On reproche à Vital Diop d'avoir communiqué des fonds à M. Rasbad pour organiser cette espèce de bazar médiatique. Vital Diop ne connaît pas M. Rasbad, ne l'a jamais rencontré. Il le connaît de nom, comme tout le monde, mais il ne l'a jamais rencontré. Lui oppose-t-on, lui a-t-on opposé, je ne sais pas, en langage policier, une filature? Une rencontre dans un café, dans un restaurant? Rien. Et là, je parle pour Vital Diop. On lui reproche également d'avoir communiqué des fonds à certains individus de la vie civile, à certaines organisations politiques. Voilà. Donc tout ça est une espèce de fatras, de lieux communs, non documentés, et c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, puisque nous défendons quand même des personnes qui sont privées de liberté, des personnes avec des enfants, une famille. On nous oppose aujourd'hui une enquête qu'on ne nous communique pas, des éléments de preuve qui n'existent pas, et un trouble à l'ordre public qu'on n'évoque même quasiment pas, en réalité, dans le dossier. Donc, si vous voulez, tous les critères qui président normalement à la détention, à notre sens, ne sont absolument pas réunis. Et c'est pour ça que de dossiers judiciaires, on glisse évidemment vers l'immatériel, et j'espère pas vers le sacrifice, mais en tout cas vers le politique, ça c'est certain. Aujourd'hui, il y a dans cette affaire un jeu d'ombre, évidemment, qu'il nous faudra, à nous aussi, décrypter, démontrer pour se défendre et pour comprendre pourquoi on en est arrivé là et pourquoi on a été mis en cause de cette manière en l'absence complète et totale d'éléments probants. Voilà. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps que cela. Je voulais insister vraiment auprès de vous sur cette première lecture que nous avons du dossier, ce refus quand même des autorités de s'expliquer
à ce stade sur ces indices graves et concordants qu'on reproche encore une fois de manière itérative, extrêmement générale et non documentée à nos clients, qui ont conduit à leur mise en détention. Voilà. Donc je cède la parole